bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire du CNCH. C'est un plaisir, évidemment, comme à chaque fois, de vous retrouver. On va aujourd'hui parler de cardiologie interventionnelle et puis particulièrement de tronc commun, avec la thématique habituelle qui se pose entre les techniques d'angioplastie et de chirurgie. J'ai le plaisir de commodérer cette session avec le docteur Gibault Gentil de Versailles. Et avant de commencer, je voudrais avoir une pensée et saluer la mémoire de Michel Ponsieri qui nous a quittés il y a quelques semaines, et on pense très fort à lui et à sa famille, et on va essayer de faire un beau webinaire en pensant à lui. Voilà, Géraldine, je te passe la parole. Merci Pierre, oui, on est à la fois heureux de vous retrouver sur ce webinaire, mais évidemment particulièrement ému. Nous devions commodérer ensemble ce webinaire avec Michel. Et effectivement, je me joins à tout le monde pour penser à sa famille ce soir. Voilà, je vais laisser la parole donc tout d'abord à Jean-Philippe Collet de la Pitié pour une revue de la littérature. On enchaînera ensuite avec Frank Ding pour un cas clinique et ensuite Radwan pour également un cas clinique et plus particulièrement sur la technique du décacroche. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat du webinaire. Voilà, à toi Jean-Philippe. Merci beaucoup Pierre et Géraldine de me donner la parole pour ce webinaire du CNCH. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut retenir du tronc commun, c'est que c'est une bifurcation, disons, classique et probablement la plus simple à traiter parce que les branches sont quand même de gros calibre. Le plus souvent, les lésions du tronc commun, ce sont des vraies bifurcations et dans 80% des cas, ce sont des atteintes distales. Et ça représente à peu près 5% des angioplasties qu'on fait dans la vie de tous les jours. Alors, les recommandations disent que, en l'absence de lésions tritronculaires associées, l'angioplastie est une bonne alternative à la chirurgie de pontage lorsque le syntaxe score va jusqu'à 32. Donc, ça laisse une grande place à l'angioplastie pour ce type de lésion. Et ça, je pense qu'on a beaucoup de données maintenant de la littérature qui le soutiennent. Donc, je ne vais pas revenir sur les études spécifiques, mais ces recommandations, en fait, sont un résumé de cette littérature. Alors, ce qu'il faut retenir de la définition des bifurcations, une vraie bifurcation, c'est lorsqu'il y a des lésions à plus de 50% sur la branche fille et la branche mère, et lorsque la branche mère fait plus de 2 mm, vascularise un territoire important, et lorsque l'athérome s'étend au moins au-delà de 5 mm à partir de l'ostium. Et donc là intervient une checklist dans la démarche du traitement sur l'angle de la bifurcation et les éventuelles difficultés qu'on va avoir à franchir la branche fille avec son guide. Et c'est ça qui va déterminer en fait la technique lorsqu'on fait le choix de l'angioplastie coronaire par rapport au pontage. Alors en général, la technique la plus classique, c'est ce qu'on appelle la technique du stent provisional, c'est-à-dire qu'on utilise ça lorsque finalement on considère que le tronc commun n'est pas une vraie bifurcation parce que la branche fille est facile d'accès, parce qu'elle est petite, parce qu'elle vascularise un territoire qui n'est pas très important et parce que les lésions qui sont associées ne sont pas, disons, importantes sur le plan de l'extension de l'athérome. Et donc, dans ces situations-là, on va éviter de dilater cette branche fille et on va stenter d'emblée, sans prédilatation, le tronc commun vers la branche principale. Et ça va éviter les phénomènes de dissection de carène et ça va permettre en fait de refranchir la maille du stent dans une position dite idéale, parce que lorsqu'on va stenter cette branche mère avec le stent, on va faire bouger la carène et ensuite on va pouvoir retraverser les mailles du stent dans une position dite idéale et éventuellement aller dilater la branche fille si on pense qu'il faut le faire. En tout état de cause, la prédilatation
lorsqu'elle est faite, eh bien, elle entraîne forcément une dissection et va entraîner des difficultés, en tout cas à franchir en position idéale la maille, et on va franchir plus proximal et avoir en général des résultats moins bons avec une dissection. Donc, lorsqu'on fait le choix du provisional stenting, on ne prédilate pas eh bien, la branche-fille. Ça, c'est quelque chose de vraiment important et donc ça doit être discuté en amont. Alors, en général, on termine cette technique par ce qu'on appelle eh bien, l'optimisation proximale, parce que souvent, le stent est mal apposé au niveau eh bien, de cette branche-fille, et ça va éviter de crocher le stent, et surtout, ça va faciliter l'ouverture vers eh bien, la partie latérale, c'est-à-dire la branche-fille. Donc, la technique, c'est simple, c'est de gonfler un ballon et de mettre le nez du ballon au niveau eh bien, de la partie proximale du stent, au niveau de son ouverture vers la branche-fille, et on va gonfler ce ballon dans le tronc commun, et ça va faire une espèce de petite casquette qui va eh bien, permettre d'apposer le stent vers la branche-fille. Et en général, souvent, on peut eh bien, se contenter de cette technique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se décide en amont. Alors ensuite, on peut, lorsque on a fait cette optimisation proximale, terminer par un kissing et ensuite à nouveau une optimisation proximale avec un ballon dans le tronc commun, où on peut tout simplement s'arrêter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une décision d'amont. Alors après, il y a la technique du T-tap. Donc c'est une variante, hein, c'est-à-dire que là, eh bien, on part avec l'idée de ne pas forcément eh bien, stenter la branche-fille, et donc on ne la prédilate pas. On met le stent dans le tronc commun vers la branche principale, et puis ensuite, eh bien, on va faire de l'optimisation proximale, et on va aller ensuite glisser un stent vers la branche-fille, que vous voyez à la partie gauche, et en même temps, eh bien, on va gonfler le ballon dans le tronc commun pour avoir une apposition eh bien, parfaite du stent de la branche-fille sur le stent de la branche-mère, et on finit en général par un kissing, et ça fait un beau résultat. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de superposition de couches de stent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se décide en amont. Et en général, c'est quelque chose qui est fait lorsqu'on prend la décision d'un stent provisionnel et qu'on ne prédilate pas la branche-fille. Alors, parfois, il arrive qu'on ait une occlusion de la branche eh bien, fille. Ça, en général, c'est parce que eh bien, on n'a pas suffisamment bien, eh bien planifié l'intervention. Et en général, si on a bien eh bien, mis en place les guides dans la branche fille, dans la branche mère, qu'on n'a pas prédilaté, c'est quelque chose qui ne doit pas eh bien, survenir. Voilà. Et en général, elle survient lorsqu'on prédilate, on crée une dissection, on repasse dans la dissection et on occlue la branche. Donc à ce moment-là, il faut trouver une technique pour repasser. Donc soit on a la chance, on repasse par le stent comme vous voyez ici, au milieu, soit on ne peut pas, et à ce moment-là, il faut réouvrir le stent sur le côté, créer un chenal, repasser son stent pour réouvrir la branche occluse et ensuite refranchir le stent dans sa maille. Donc ça prend plus de temps et en général, ça ne doit pas arriver. Alors la technique du Dick accroche, elle est résumée ici, mais je pense que d'autres orateurs viendront eh bien, en parler de façon détaillée au travers d'un cas clinique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, on considère que le provisional stenting est abandonné et donc on va traiter de toutes les façons la branche fille. Et on la traite d'abord, tout d'abord en positionnant un stent avec un ballon dans la branche principale. On gonfle, on déploie le stent, ensuite on gonfle le ballon dans la branche principale, et ensuite on retire et bien évidemment le guide avant de crocher le stent, on refranchit, et ça c'est très important, je veux dire le stent qui a été croché, et ensuite on prend un nouveau ballon, on fait un kissing, et ensuite on termine de façon classique avec un stent dans le tronc commun, c'est l'étape 6. L'étape 7, on fait l'optimisation proximale, et l'étape 8 et 9, on termine par eh bien, ce qu'on appelle un kissing. Vous voyez qu'il y a 11 étapes qui sont très importantes, et les 2 étapes les plus importantes, c'est de bien enlever le guide du stent de la branche fille avant de le crocher,
et refranchir en tout état de cause le stent qui a été croché dans la bonne maille, et à chaque fois utiliser un nouveau ballon lorsque l'on va refranchir le stent qui a été croché. Donc, c'est une technique qui prend un petit peu plus de temps et qu'on réserve et qu'on décide en amont sur des lésions complexes du tronc commun. Et il y a des études de randomisées qui montrent que dans ces bifurcations complexes, lorsqu'on fait le choix du dick accroche, eh bien, on a moins de complications qu'avec la technique du stent provisionnel, et on a moins de nécessité de revasculariser à distance. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, et vous voyez que ça permet d'avoir une meilleure apposition. Donc, vous voyez le DK crush ici à droite par rapport à gauche, et surtout au niveau de l'ostium de la circonflexe, c'est là où surviennent fréquemment les rosténoses. Eh bien, on les a moins fréquemment parce que, en fait, on a une meilleure force radiale à ce niveau-là, avec davantage de couches de métal superposées. Alors, il y a les pros et les cons, hein, bien évidemment. Mais globalement, c'est quelque chose qui doit se décider en amont, et les études randomisées sont plutôt en faveur de cette technique lorsqu'elle est bien faite. Alors, vous voyez les règles d'or, hein, c'est des vraies bifurcations avec des médina 1-1-1 ou 0-1-1. Évidemment, c'est des patients qui sont pré-traités, c'est une porteuse de CTF. C'est mieux de travailler à 4 mains qu'à 2 mains. Enfin, c'est à chaque fois un nouveau ballon pour le crush, et évidemment retirer toujours le guide de la branche fille avant chaque crush pour éviter en fait de piéger le guide lorsqu'on crush le stent, parce que en général c'est des ruptures de guide, et ensuite c'est plus compliqué à gérer. Alors, voici un résumé de ce qu'il faut connaître de ces bifurcations. Tout d'abord, en amont, on décide ce qu'on veut faire. Si on pense que la branche fille n'est pas importante, eh bien, c'est du provisional stenting avec de l'optimisation proximale. Si, une fois la technique réalisée, on voit qu'on a une sténose résiduelle de plus de 75%, une dissection, une ischémie, etc., eh bien, on va aller plus loin avec notamment le TTAP, c'est-à-dire qu'on va aller stenter la branche fille. Si on a un bon résultat, eh bien, on peut se contenter simplement d'une optimisation proximale avec ou sans kissing. Si on part sur une lésion complexe, eh bien, d'emblée, on part sur une procédure un petit peu plus lourde, mais c'est décidé en amont, et le plus souvent, c'est le dick accroche qui va être utilisé. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que lorsqu'on est plutôt dans une situation où c'est l'angioplastie qui va être retenue, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en l'absence de lésions tritronculaires jusqu'à des scores syntaxe aux alentours de 32, l'angioplastie peut être considérée comme une très bonne alternative au comptage. Le provisional T-stenting, c'est le plus souvent la stratégie préférée lorsqu'on considère que la bifurcation est simple. Toujours faire la checklist qu'on a vue au début de ce topo. Le dick accroche, c'est en amont, c'est décidé. Ce sont les lésions compliquées du tronc distal. Et en général, si on suit ce cahier des charges, on a des bons résultats. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le tronc commun, c'est probablement la bifurcation la plus simple à faire, parce que les diamètres des vaisseaux sont importants, et donc normalement, il n'y a pas de problème technique si c'est bien décidé en amont. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de ce beau topo. Il va y avoir évidemment plein de questions, je pense, qui vont arriver au fur et à mesure. Oui. Je vous propose qu'on passe peut-être tout de suite au premier cas clinique, et puis on réunira toutes les questions après. Il y a possibilité, on a oublié de le dire au départ, de poser les questions si vous voulez sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à poser les questions par écrit. Et puis Géraldine, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose.
Juste une petite question, parce que finalement, Jean-Philippe, pour toi, il y a plus vraiment de question du choix entre la chirurgie et l'angioplastie à partir du moment où le score syntaxe est soit faible, inférieur à 22, ou soit intermédiaire, inférieur à 32. Tu fais pas voilà, t'as pas beaucoup d'état d'âme. Sur cette bifurcation, a priori, non. Donc après, bon, il y a le contexte du patient. Donc si on voit que, par exemple, c'est des patients qui ont une maladie très prématurée, des patients jeunes, qui ont un potentiel évolutif important, qui n'ont pas de comorbidité, on peut se poser la question également de faire des pontages. Et on sait que ces patients vont avoir une espérance de vie quand même relativement prolongée. Et ça peut être un bon choix de faire la chirurgie au départ, quitte à après stenter ces patients s'il y a besoin de les stenter. Mais sinon, sur des patients qui ont des âges intermédiaires, plus ou moins de comorbidité, je pense que l'angioplastie, c'est un bon choix. Et je pense que les études soutiennent quand même ça. Alors après, si on se place à 10 ou 15 ans d'espérance de vie, il y a l'évolution de la maladie sur les autres vaisseaux qui doit rentrer en compte. Et je pense qu'on a vu que les courbes peuvent se croiser à distance parce que la maladie est évolutive sur les autres troncs coronaires. Et ma deuxième question, lorsque le tronc commun est une trifurcation, est-ce que tu as le même raisonnement? C'est-à-dire lorsqu'il y a une dissectrice au niveau de la naissance du tronc commun. Alors, là, si c'est une bissectrice qui est très importante en position diagonale avec un gros territoire, on considère 2 branches filles qui font plus de 2 mm, qui vascularisent des territoires importants, la situation est différente parce qu'on va se retrouver avec 3 ou 4 stents. Donc là, on peut se poser la question de faire le pontage. Maintenant, si la branche bissectrice sur un tronc trifurqué est une branche qui n'est pas majeure, ça sera plutôt l'angioplastie. Merci Jean-Philippe. Bon, on va continuer donc avec Franck Digne. À toi, Franck. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, alors j'y vais, j'ai eu des petits problèmes avec Zoom, donc je vous prie de m'excuser. Merci pour l'invitation du CNCH à présenter ce cas clinique. Merci à Boston pour le soutien logistique. Donc c'est un patient de 84 ans qui depuis quelque temps se plaint d'un angor d'effort. Dans ses principaux antécédents, il y a une fibrillation auriculaire permanente et il a fait des vraies complications aux anticoagulants qui ont été complètement arrêtés, substitué par du Plavix seul. Alors, on pourrait discuter de cette attitude, mais bon, je vous présente le cas comme il s'est présenté. Il a fait un hématome rétropéritonéal, une hémorragie digestive sur une gastrite et une œsophagite ulcérée, une tumeur de la prostate qui a été radiothérapiée, mais il est considéré comme guéri. Ses facteurs de risque cardiovasculaire, il est hypertendu, en muscle surpoids, mais enfin, c'est pas méchant. Un examen clinique sans particularité, hormis l'arythmie cardiaque et un souffle d'IT. Au niveau biologique, il a 10,5 grammes d'hémoglobine, pas d'insuffisance rénale, une clairance entre 48 et 68 selon la méthode. Donc l'électrocardiogramme, pas de modification électrocardiographique, une onde Q quand même de V1 à V3, mais pas de d'ischémie sous épi ou sous endo, une cardiomégalie sans surcharge vasculaire, en échographie une bonne cinétique segmentaire, une fraction d'élection à 50% avec unité qui est jugée moyenne, mais qui, dans le suivi, on verra qu'elle est bolodépendante, un traitement, donc clopidogrel au long cours, un traitement antihypertenseur, et puis de l'amlodipine et de la torvastatine. Donc voilà sa coronarographie. Donc sur les premières incidences, on voit qu'il y a un réseau qui est calcifié, avec une sténose distale du tronc commun coronaire gauche, qui, sur cette incidence en caudale, paraît vraiment plus que douteuse. En face crâniale, on a une longue infiltration de toute l'IVA proximo-moyenne, qui englobe une bissectrice et puis cette première principale diagonale qui est étendue. En face crâniale, on perd un peu la lésion du tronc commun. On ne voit plus grand-chose. Par contre, il y a la sténose serrée osseale de l'interventriculaire antérieur. L'osseule de la circonflexe est sain, a priori, en angio.
En spider, on a une angulation ici assez importante de cette IVA avec une sténose osseale. Et là encore, on perd cette sténose du tronc commun distal qui est excentrée. Une chorale droite dominante avec une lésion distale sur la RVG. Donc, on fait une évaluation fonctionnelle. On n'avait aucun test d'ischémie au préalable. On fait une évaluation fonctionnelle de cette lésion du tronc commun qui est au moins ambiguë en angio et de l'IVA osseale qui paraît, elle, significative. Et on a une IFR qui est à 0,90, donc qui limite, mais une FFR qui est incontestablement positive après adénosine avec la valeur la plus basse à 0,76. Le Syntax score est à 27. Si on rentre des critères cliniques, le Syntax score 2 est plutôt en faveur d'une revascularisation par angioplastie coronaire, avec une mortalité prédite à 4 ans pour l'angioplastie à 14% et 26% en pontage. Donc, on double, selon ce score Syntax 2, la mortalité avec le CABG. L'Euroscore 1 et 2 est à 4,5%. Donc, la décision du staff médico-chirurgical, la première question, faut-il revasculariser ce patient? Alors, certes, il a 84 ans, mais bon, c'est une recommandation de classe 1A, hein, sténose de l'IVA proximale ou du tronc commun distal supérieur, du tronc commun tout court, supérieur à 50%, c'est une recommandation de classe 1A. Donc, on est plutôt en faveur de l'angioplastie coronaire chez ce patient de 84 ans qui a des comorbidités quand même, et puis une angioplastie qui est accessible, même si on va voir qu'elle n'est pas forcément très facile. Sur la durée de la DAPT, on considère qu'il est haut risque hémorragique, donc on décide plutôt d'une DAPT de 3 mois, on pourra en discuter. Et puis secondairement, il a un score SHA2 DS de VASC à 4 points, on a une contre-indication aux anticoagulants et un SBLED à 4 points, donc on décide de lui fermer l'auricule gauche après l'angioplastie de ce tronc. Donc la procédure, on part en 7 French et avant d'arrêter une stratégie précise, on va faire une échographie endocoronaire avec un pullback IVA tronc commun. Donc vous voyez la boucle là en bas à gauche. Donc je vous ai mis les images arrêtées parce que c'est un commun un peu plus simple. Donc qu'est-ce qu'on apprend de cet IVUS? D'abord que le tronc osseal médian, il est très large, il est au-delà de 6 mm. Que le tronc distal, vous voyez que c'est vraiment une lésion excentrée. C'est pour ça que dans certaines incidences angio, si on la prend dans le plus grand diamètre, bon, on ne voit rien. On a un tronc distal qui a un MLA à 6,6 mm², un MLD à 2,1 mm. Donc on est, en tout cas pour le MLD, la valeur seuil c'est 2,8 mm, donc en dessous du seuil pathologique. Le MLA du tronc, on considère que c'est 6 mm², entre 6 et 7 mm², donc on est quand même pas. Et donc, sur toute l'étude de l'interventriculaire antérieur proximo-moyenne, on voit qu'on a, au niveau du trigone, là, a priori, pas d'extension trop longitudinale vers la CX sociale a l'air saine. On a en revanche sur l'IVA osseale des calcifications qui sont quasiment circonférentielles. Là, c'est la bifurcation avec la diagonale. La landing zone, elle est en aval de cette septale et ça nous servira pour le placement du stent comme repère anatomique, cette septale. Et en amont, on a vraiment là un ring calcaire assez inquiétant. Et la longueur de la zone pathologique là, sur ce longitudinal est aux alentours de 40 mm. Donc l'IVUS pour l'angioplastie du tronc commun, ça permet vraiment une meilleure analyse de la lésion, une clarification de la classification Médina angiographique. Ça permet parfois de modifier la stratégie qu'on avait prédite au départ juste sur les données angiographiques, sur la technique de stenting, s'il faut ou pas modifier la plaque et si c'est notamment calcifié, comme là avec une hétérectomie rotative. Ça permet de déterminer les diamètres et les longueurs de stent à implanter. On sous-estime toujours en angiographie conventionnelle les diamètres réels, notamment du tronc, et ça permet en post-stenting de bien contrôler l'expansion et la position des stents. C'est une recommandation de classe 2AB et si on en croit cet essai là qui est paru assez récemment en 2020 sur une grosse database anglaise de 11 000 troncs communs qui ont été dilatés, ils ont fait, alors c'est du rétrospectif, c'est pas randomisé, mais enfin il y a un score de propension pour
s'affranchir des facteurs confondants. On a une comparaison entre angioplastie guidée par l'IVUS et angioplastie sans IVUS sur la mortalité, la mortalité à 1 an, qui est une différence de risque absolu de 4 points. C'est-à-dire qu'il faut traiter 25 patients avec un IVUS pour avoir une mort évitée. Donc ça, c'est vraiment très important à considérer, à mon avis, dans l'angioplastie du tronc. Faire un tronc commun qui est une lésion complexe, on n'a pas le droit à l'erreur. Sans IVUS, il faut vraiment réfléchir. Donc notre stratégie avec les données angiographiques, mais surtout avec l'IVUS, ça va être de faire une atherectomie rotative d'emblée. On a des calcifications sévères qui occupent 3 à 4 cadrans. On sait que c'est un facteur de mauvaise expansion des stènes et de complications avec des dissections. On choisit, on a vu qu'il y avait une lésion ulinaire 1-1-0 en angiographie, c'est confirmé par les données de l'IVUS. Donc on choisit une stratégie à un stent. L'ostium de la circonflexe n'est pas pathologique, il y a des sténoses inférieures à 70%, il n'y a pas de sténose angiographique significative, il n'y a pas d'extension qui s'étend au-delà de 10 mm de l'ostium, donc on peut choisir une stratégie de provisional stenting. Et puis on va faire une technique de RIPOD technique qui consiste à mettre un stent dans l'axe principal, à faire une optimisation proximale, à franchir la maille la plus distale, et ça c'est important, pour réouvrir la maille et ensuite reterminer par un RIPOD final. Cette technique, elle a été validée in vitro, l'équipe de Finet et de Rimet. C'est la technique qui permet, en tout cas in vitro, d'avoir le moins d'obstruction de la branchie, la meilleure apposition, et avec un index d'ellipticité qui est le rapport du plus grand diamètre sur le plus petit diamètre, qui est proche de 1, c'est-à-dire qu'on a, avec cette technique, à la fin, au niveau du tronc distal, un stent qui est circulaire, contrairement au kissing balloon final, où on a vraiment une ovalisation du stent. Il y a cette étude de RIPOD study qui a été publiée dans Oral Intervention, alors sur pas un grand nombre de patients, 106 patients, il y avait 40% de troncs communs, ce n'est pas des lésions très complexes, il y a quand même 30% de vraies lésions de bifurcation, mais des syntax scores qui sont largement inférieurs à 22, mais c'est la première validation clinique de cette technique, où on a des TLR qui sont très bas, et c'est plutôt très encourageant. Et surtout, je dirais que cette technique, elle est très simple, et elle est rapide, et puis assez sûre. Donc voilà la procédure. On part en 7F avec une EVU de 3,5, 5000 unités d'héparine, ce qui fait 64 kg de mémoire, donc ça fait à peu près 70 unités kg. On fait une atherectomie rotative, on part avec une fraise d'emblée de 1,5 qui ne passe pas du tout la lésion, donc on ne va pas s'exciter, on switch pour une 1,25 et ensuite on termine avec une fraise de 1,5 pour bien débulker cette lésion. Ensuite, on va pratiquer des inflations avec un ballon non compliant de 3,5 depuis l'IVA proximo-moyenne jusqu'à la fin du tronc commun coronaire gauche, où là, on applique 16 atmosphères. On n'a pas d'empreinte sur le ballon. On implante un premier stent, un mégatron de 3,5 x 24 mm à 12 bars. Là, on repère cette septale qu'on avait vue en IVUS, qui nous permet de repérer l'anatomique. On sait que la landing zone est en aval de cette septale. Voilà après l'implantation du stent. Ensuite, on implante un second stent, cette fois-ci de 4,5 x 24, qui est jointif avec le précédent. Alors, on a protégé aussi la bissectrice, qui n'est pas très grosse. Alors après, on va optimiser, et là, on choisit d'optimiser l'ouverture des stents avec 2 ballons. On a vu que le tronc, il y avait vraiment quand même une discordance. Le tronc osseo-proximal est largement supérieur, et plus de 6 mm. Avant de mettre des ballons de 6 mm à la fin du tronc et dans l'IVA ossial et juxtaossial, il faut quand même réfléchir. Et là, en IVUS, on voit que ça ne passait pas, et on a là un risque de dissection ou d'effraction. Donc, on va poter d'abord avec un ballon de 5 et ensuite avec un ballon de 6. L'intérêt de stent Mégatron, c'est vraiment qu'il a une surexpansion jusqu'à 6 mm. C'est le seul stent du marché qu'on peut amener au-delà de 6 mm. Ensuite, on va réouvrir la side avec un ballon non compliant de 2,5 à 12 bars. Et ensuite, on retermine par une optimisation, un RIPOD final, et là avec 2 ballons de 5 et de 6 mm.
un contrôle d'IVUS final. Vous avez en bas à gauche le pullback IVA tronc commun et à droite de la circonflexe vers le tronc commun. Donc, on voit que il y a en longitudinal là, une très bonne expansion du stent avec une surface intra-stent dans l'IVA moyenne de plus de 8 mm², donc c'est satisfaisant. Au niveau de l'IVA osseal, on avait moins de 4 mm², on est passé à 13 mm², avec un stent qui est circulaire, et au niveau de la fin du tronc commun, là encore, on était à 6 mm², on passe à 20 mm² avec un rapport d'ellipticité qui est à 1,13. On a vraiment un stent bien circulaire, ce qui est l'intérêt aussi de cette technique, avec une bonne apposition des mailles. Et on contrôle l'ostium de la circonflexe qui a incontestablement une lésion, mais qui n'est pas du tout significative, avec un MLA de 8,56 mm². On n'a pas de dissection, on n'a pas de problème particulier, donc on va s'affranchir d'un deuxième stent. Et voilà le résultat final en angiographie qui est très satisfaisant, avec en spider une belle ouverture ici vers la branche fille, et puis toute la diagonale qui est perméable, et puis aussi la bissectrice. Un mois après, on a fermé l'auricule, le patient allait très bien, et à 6 mois de suivi, il n'y a pas d'événement particulier. Merci de votre attention. Merci Franck. Merci pour ce très beau cas clinique. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Dans le panel, il y a des questions. Moi, j'en aurais. Enfin, c'est juste une petite question ou une remarque. C'est que quand je décide de faire un provisional stenting, souvent dans la branche fille, j'utilise ensuite un ballon actif. Parce qu'à partir du moment où on ouvre la maille et qu'on met un ballon dans l'ostium, même s'il n'y a pas de lésion et qu'effectivement c'est satisfaisant angiographiquement et avec l'IVUS, néanmoins, on a quand même réalisé une angioplastie au ballon. Donc voilà, c'était juste une petite remarque voilà, de ce que je fais souvent. Ouais, c'est probablement une bonne stratégie. Même si à ma connaissance, bon, ça c'est pas validé par, il n'y a pas de supériorité du ballon actif versus du ballon non actif, mais conceptuellement, en effet, c'est probablement intéressant. On pratique une angioplastie au ballon. Il n'y a pas beaucoup de métal. Voilà. Alors moi, j'avais une question pour Franck. Si tu as un très bon résultat je veux dire, angiographique, et puis qu'au stent boost, tu vois pas de défaut d'apposition des stents, pas de gap entre les stents, tu fais systématiquement l'IVUS? Oui, j'ai pris cette habitude-là parce que vraiment l'IVUS quelque part me rassure. D'abord avant dans le choix des stents, le diamètre des stents, vraiment. Et là, tu vois, j'ai terminé avec un ballon de 6 mm. Avant d'utiliser des ballons de 6 mm, c'est dans le tronc et dans les coronaires, on a toujours peur de faire des effractions et des ruptures coronaires, hein, ça peut arriver. Et bien contrôler la position. Alors, la position des stents, c'est sûr que là, pour le coup, l'OCT est meilleur, mais bon, on ne peut pas non plus multiplier les techniques. Après, c'est les coûts procéduraux qui sont un peu rédhibitoires. Mais en IVUS, on voit, là, comme je vous ai montré, on voit très très bien aussi la position. Mais en OCT, c'est clair que c'est encore meilleur. Mais oui, je contrôle systématiquement la procédure et l'angioplastie avec un IVUS, ou en tout cas une imagerie endocoronaire. Parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est très fréquente en Asie, mais quand on regarde en Europe, c'est moins de 5% des gens qui contrôlent ces bifurcations de tronc avec notamment l'IVUS. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres du panel, mais c'est vrai que c'est recommandé, mais en pratique, ce n'est pas fait systématiquement. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas systématiquement. C'est vrai que le boost nous aide, nous rassure. Si le résultat est bien. On est complètement d'accord. On ne peut pas faire, nous non plus, systématiquement de l'imagerie complémentaire. C'est compliqué. Moi, j'avais une autre question qui rejoint plus la bifurcation en général. Je ne sais pas si vous avez une idée.
On a parlé plusieurs fois de bissectrice déjà dans la discussion. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me pose question à chaque fois, que ce soit sur un tronc commun ou ailleurs, sur une trifurcation. Est-ce que ça vous gêne de réouvrir, de faire deux trous en quelque sorte dans le stent? Moi, parce que moi, ça me pose vraiment question. Est-ce qu'on ne déstructure pas complètement la maille, la forme géométrique du stent, le ratio métal-artère? Et je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été décrites sur des bancs d'essai ou autres. Moi, j'ai rien vu là-dessus. C'est vrai que ça m'est arrivé sur des trifurcations. Alors, il faut vraiment que la bissectrice soit un énorme territoire, hein. À ce moment-là, donc en 7F, de faire ce que j'appelle un tracing balloon, c'est-à-dire je mets 3 ballons en même temps que j'inflate simultanément. Mais maintenant, j'ai aucune. Ça donne de très bons résultats en géographique. Ça n'arrive pas non plus. J'ai plusieurs exemples comme ça. Voilà, mais j'ai pas eu de problème particulier et les patients sont parvenus. Mais voilà, j'ai pas aucune preuve qu'il faut faire ça dans la littérature, hein. Ta question est pertinente, hein. Est-ce que même en sursizant de toute façon les stents, c'est pour ça qu'il faut bien prendre des stents de bon diamètre dès le départ, parce qu'en surexpandant les stents, est-ce que le rapport métal-artère, le ratio métal-artère est le même que si on ne surexpand pas? Je ne suis pas sûr. Je suis même certain du contraire. Voilà, donc c'est. Après, ce qu'on sait, c'est que le kissing final, enfin, en tout cas, quand on a plusieurs stents et qu'on a des montages particuliers, ce qu'il faut, c'est vraiment terminer par un kissing balloon final. Après, la question, c'est faut-il réouvrir la maille? Ça, c'est un vrai débat entre les registres Scopis 2, les études nordiques. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de controverses. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Ouais, Parce que la solution, c'est aussi de mettre un stent dans l'axe tronc commun IVA et de faire le POT. Et puis là, on simplifie considérablement la procédure. Donc ça, c'est une question aussi. Qu'est-ce que vous faites dans votre pratique? Systématiquement, vous ouvrez la circonflexe, ou est-ce que vous laissez, si jamais elle est inchangée, est-ce que vous ne réouvrez pas la branche fille? Pour ma part, je rouvre, je pense, à peu près systématiquement. À partir du moment où je considère la branche fille significative, même que ce soit une IVA ou une diagonale, je la réouvre. Donc un tronc commun encore plus. Mais par contre, c'est une question que j'aurais pu poser sur le premier topo Jean-Philippe. Effectivement, c'est quand est-ce qu'on s'arrête au pote? Moi, personnellement, je ne m'arrête jamais au pote. Mais c'est peut-être une erreur, hein. C'est une vraie question. Oui. Je ne sais pas ce que font les autres. Est-ce que vous laissez des circonflexes sans les réouvrir? Moi, je trouve que ça dépend de la taille de la circonflexe. Si l'artère circonflexe est très malade dans son ensemble, on peut se dire qu'on la laisse tomber. Ça dépend aussi de l'âge des patients. Je trouve que, voilà, parfois, il faut faire très simple pour éviter des longueurs de procédure qui risqueraient de gréver le pronostic final, quoi. Enfin, d'augmenter le temps de procédure, du coup, le risque de la procédure. Parfois, il faut faire très simple et je pense que ça dépend presque au cas par cas du patient, de la fragilité du patient. Je suis d'accord avec Géraldine. Autant je n'ai pas de scrupule à ne pas ouvrir la maille vers une diagonale ou une marginale, autant sur le tronc commun, je le fais quasi systématiquement vers la circonflexe, sauf si elle est vraiment petite, si elle fait 2 mm. À ce moment-là, oui, ou que le patient est très âgé et que j'ai envie de faire très simple. Mais sinon, sur le tronc commun, j'essaie quand même d'ouvrir systématiquement ou quasi systématiquement la maille. On n'a pas de preuve sur le bénéfice du kissing, hein. C'est très français le kissing, hein. Mais je pense que si on a une optimisation proximale du stent qui est bien, et encore une fois, l'optimisation proximale du stent, bon, c'est intuitif, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'essais randomisés qui montrent qu'il faille le faire systématiquement. Si on a un bon résultat, une bonne imposition, on peut se passer de faire systématiquement le kissing et de rouvrir la branche de rouvrir la maille sur la branche latérale, quoi, la branche fille, quoi. Moi, je pense que les procédures simples sur des provisional stenting, il ne faut pas les compliquer si on a des bons résultats, quoi. Mais ça, c'est encore une fois, comme on l'a dit, des décisions qui se prennent en amont, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit être planifié, quoi. Et l'idée, c'est de ne pas changer son fusil d'épaule pendant la procédure parce que c'est là où on a des moins bons résultats.
Merci. On va passer au cas clinique de Radwan Hakim. On t'écoute, Radwan, pour ton traitement de la lésion du tronc commun en 2021. Merci Géraldine, merci au CNCH et merci à Boston. Donc, nous, on va parler d'un cas clinique de décacroche, vous l'avez compris. Il s'agit d'un patient de 70 ans, diabétique, hypertendu, dyslipidémique, en arythmie complète par fibrillation auriculaire, avec des antécédents d'AVC multiples. Il est polyartériel, avec un antécédent d'angioplastie de la fémorale superficielle et de l'apopité, une amputation de la cuisse gauche et de 2 orteils à droite. Il est hospitalisé dans un tableau d'insuffisance cardiaque avec une élévation de troponine, un électrocardiogramme normal et une fraction d'éjection préservée. Voici sa coronarographie. Vous remarquez d'emblée une lésion du tronc commun distal qui paraît relativement serrée et qui englobe l'ostium de la circonflexe qui est très serré. Il s'agit d'une trifurcation puisqu'on a une bissectrice qui n'est pas si négligeable que ça et qui en plus est pathologique sur ses premiers millimètres. L'IVA proximal est également pathologique avec une lésion plus qu'intermédiaire. On regarde sur une autre incidence et on voit qu'effectivement, le tronc commun distal paraît très serré. On va quand même en avoir le cœur net en faisant des FFR. Et vous voyez que la FFR est à 0,71 sur l'IVA, 0,77 sur la bissectrice. Et comme souvent, un petit peu moins élevé, malgré le caractère très serré de l'ostium de la circonflexe, 0,81 sur la circonflexe. La ARTIM se réunit donc. Le syntaxe score est intermédiaire à 24, l'euroscore est très élevé à 6,6. On a vu toutes les comorbidités du patient et donc la décision est rapidement prise de le revasculariser par angioplastie. Alors par angioplastie, mais par quelle technique? Jean-Philippe nous a montré cette slide. Dans 80%, 80-90% des cas, l'approche préférée va être celle du provisional stenting parce que dans 80% des cas, il s'agit de bifurcations relativement simples. Par contre, dans 10 à 20% des cas, et c'est le cas chez notre patient, il s'agit de bifurcations complexes, 1-1-1 ou alors 0-1-1, avec donc une difficulté de maintenir la branche fille ouverte. Et dans ces cas-là, on va choisir des techniques un peu plus complexes, comme la culotte, comme le TAP ou comme le décacrush. Alors, comment choisir l'une ou l'autre des techniques? Si l'on revient à notre patient, on a donc, on l'a dit, une trifurcation avec une médina 1-1-1 en considérant que la bissectrice n'est pas serrée, donc juste 1-1-1. Et si l'on prend la nouvelle classification, donc on est à grand A, grand B, grand C et éventuellement petit d. On a le choix entre un provisional avec du TAP, une culotte ou un décacrush. Le choix va reposer bien sûr sur l'expérience de l'opérateur, mais également sur les études. Et on l'a vu donc dans l'étude décacrush 5, le taux de TLF, de Target Lesion Failure, et même à 3 ans, va être beaucoup plus important dans la stratégie de provisional stenting par rapport au décacrush. Et lorsqu'on passe de 1 an à 3 ans, on va avoir de plus en plus de TLF dans le bras provisional stenting par rapport au décacrush. Et si l'on regarde cette méta-analyse qui regroupe plus de 5000, qui a inclus plus de 5000 patients, on voit que la seule technique dans les bifurcations complexes, et j'insiste, il s'agit de bifurcations complexes, donc Médina 1-1-1 ou 0-1-1, la seule technique qui tire son épingle du jeu par rapport au provisional, c'est le décacrush. Pourquoi? On l'a vu avec Jean-Philippe, parce que le taux de rosténose va être très important au niveau de l'ostium de la circonflexe avec le provisional. Et on va avoir au niveau du tronc commun également plus de rosténose avec la technique de provisional, même s'il y a 2 couches de stent sur une partie du tronc commun distal à cause du crush. Donc on va partir sur une stratégie de décacrush. On va prédilater comme d'habitude, on prépare toujours bien les lésions. Et ensuite, on va passer à la technique proprement dite. On va revoir les différentes étapes pas à pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par stenter la branche fille, en l'occurrence ici, la circonflexe. On va positionner le stent au niveau de la circonflexe en débordant un petit peu, 2 à 3 mm dans le tronc commun. Il ne faut pas trop déborder pour ne pas que la partie crushée soit trop importante, mais il faut quand même laisser 2-3 mm, sinon on risque de rater l'ostium de la circonflexe. Et ce qui est très important, c'est de mettre un ballon au niveau de l'IVA.
avant de gonfler le ballon du stent de la circonflexe. On va voir sur l'image. Donc, on positionne notre stent au niveau de la circonflexe en débordant un petit peu sur le tronc commun. Et vous remarquez qu'ici, on a un ballon au niveau de l'IVA. Et c'est ce ballon qui va servir à réaliser le premier crush. Lorsqu'on implante le stent, on fait une image on fait un contrôle angiographique. L'intérêt de ce contrôle angiographique, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de dissection en aval du stent. Pourquoi? Parce qu'après, on va retirer le guide de la circonflexe. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de dissection avant de retirer le guide. Ensuite, on va reculer le ballon de l'IVA, on va le voir. Donc, si vous suivez ici le ballon de l'IVA, on recule le ballon de l'IVA et c'est ce ballon-là qui va servir à crocher. Mais avant de crocher, il ne faut pas oublier de retirer le guide de la circonflexe. Donc, notez bien, c'est le premier retrait de guide de la circonflexe. On va le voir. Donc, on retire le guide de la circonflexe. On positionne bien notre ballon pour crocher. Ce ballon pour crocher est un ballon dimensionné sur la taille de l'IVA. Donc, si l'IVA fait 3,5, vous prenez un ballon de 3,5. Et ensuite, vous allez prendre un deuxième ballon pour crocher encore mieux. Et ce deuxième ballon va être de la taille du tronc commun. Il faut vraiment que le crush soit parfait pour ne pas avoir de soucis lors des étapes suivantes. Voici le résultat après le crush. Vous voyez que même si vous avez croché, la circonflexe est toujours bien perméable. On va regarder ce qu'on vient de faire sur une petite animation. Donc, on a deux guides dans l'IVA et de la circonflexe. On va stenter au niveau de la circonflexe. Et on va réaliser le crush avec le premier ballon de la taille de l'IVA, puis le deuxième ballon de la taille du tronc commun. Et vous avez remarqué qu'avant de crocher, le guide de la circonflexe a été retiré. Vous allez voir, voilà, retrait de guide et crush. Puisqu'on a retiré notre guide de la circonflexe, il va maintenant falloir refranchir la circonflexe. Et lorsque vous avez bien fait les choses, le refranchissement est assez aisé, vous allez le voir. Donc, vous suivez le guide et de façon relativement facile, on réussit à franchir malgré le crush. Une fois que l'on a fait ça, c'est l'heure du premier kissing. Alors, il y a une technique alternative, c'est de juste, au lieu de faire le premier kissing, c'est d'ouvrir juste la maille. L'avantage du premier kissing, c'est qu'il ne laisse qu'une seule couche dans l'ostium, qu'une seule couche de stent dans l'ostium, c'est qu'il assure une distorsion minimale et surtout qu'il va faciliter le deuxième kissing. Là, en l'occurrence, on avait décidé, nous, de juste ouvrir la maille. Je vais vous montrer sur l'animation comment ça se passe. Donc, il faut remettre le guide. Ensuite, faire le kissing. Voilà, donc on remet le guide et on fait le kissing. Une fois que le kissing est fait, il va falloir maintenant stenter du tronc commun vers l'IVA. Et si le crush a été très bien réalisé, il n'y a pas de souci pour passer le stent. Vous allez le voir arriver tranquillement et vous allez voir qu'il passe sans problème malgré un stent crushé au niveau du tronc commun distal. Donc voilà le stent qui passe sans souci. Et là, avant de larguer le stent, c'est le deuxième retrait de guide. Donc, vous suivez là, on retire le guide de la circonflexe, et ça, c'est très important. Il y a donc deux retraits de guide au niveau de la circonflexe dans cette procédure. On va regarder sur l'animation ce que ça donne. Donc, on stent tronc commun IVA en ayant retiré le guide. Vous voyez qu'il n'y a plus de guide ici sur la circonflexe. On regarde le résultat angiographique. Et puis, bien sûr, comme on vient de mettre un stent tronc commun IVA, il va falloir faire un POT. On fait donc le POT. On va voir sur l'animation. Donc, on fait le POT. Voilà. On a donc enlevé 2 fois le guide. Il va donc falloir refranchir une deuxième fois en direction de la circonflexe. Et là également, vous voyez que le franchissement est aisé. Une particularité, c'est qu'il faut essayer de franchir au niveau de la maille proximale, contrairement à la technique du provisional, où on va essayer d'avoir la maille distale. Donc ici, il faut vraiment essayer d'avoir la maille proximale, et on va voir sur une slide suivante ensuite pourquoi la maille proximale. Une fois que l'on a refranchi, on va donc faire le deuxième kissing. Voilà, le deuxième kissing. Et sur l'animation, ça donne quoi? Donc, on refranchit avec le guide et on fait le deuxième kissing. Et certains préconisent de faire un kissing séquentiel, comme c'est le cas sur l'animation. Enfin, on finit par le POT. Donc, voilà notre POT final.
Et voici sur l'animation le pot final. Voici le résultat en géographique. Et effectivement, les DK-Crush donnent de très jolis résultats en géographique en général, mais pas seulement. Il faut également de bons résultats cliniques. Mais on a vu qu'avec les études, on a de bons résultats cliniques. Et voici donc en bleu le stent qui est au niveau de la circonflexe, le stent crushé, et en blanc le stent tronc commun IVA. Et vous voyez donc la partie, on voit très bien la partie qui est crushée au niveau du tronc commun distal. Je laisse l'animation se terminer. Voilà, donc là, on la voit bien. Pourquoi refranchir au niveau de la maille proximale? Parce que vous voyez que si, comme dans ce cas sur un banc d'essai, vous prenez la maille distale ici, voilà le résultat final que vous allez avoir. Vous avez déformé votre stent et on ne couvre pas de façon parfaite l'ostium de la circonflexe et ça va faire le lit de la rosténose. On va finir par une imagerie endocoronaire, par de l'OCT. Donc nous, on est plutôt OCT, pas IVUS. Donc là, juste en aval du stent de l'IVA, on a effectivement une lésion calcifiée, mais que l'on a respectée. Le stent au niveau de l'IVA est parfaitement bien apposé. Au niveau de la carène, vous voyez que l'ouverture de maille est parfaite. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on devine 2 couches de stent, deux mailles, et donc c'est là la petite zone de crush. Et enfin, au niveau du tronc commun, on voit que la position est parfaite. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce DK Crush, c'est que pour se lancer, il faut bien maîtriser la technique, bien maîtriser les différentes étapes. C'est une technique que l'on ne va pas faire souvent, elle est réservée aux vraies bifurcations, aux bifurcations complexes, Medina 1-1-1 ou 0-1-1. Il faut éviter de les faire en ad hoc, il vaut mieux les discuter entre collègues, bien les préparer, au niveau anti-agrégant plaquettaire, faire des mesures d'ACT pendant la procédure, se mettre à l'aise, se mettre en set French, idéalement avec 2 opérateurs, et à chaque fois utiliser des ballons neufs pour franchir les mailles, pour faire les kissings, pour faire les potes. Toujours utiliser des ballons neufs, ne pas oublier de placer le ballon en aval avant le premier crush. Et enfin, bien penser aux 2 retraits de guide au niveau de la branche fille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Radouane, pour ce bel exposé, cette belle revue de la technique du DK Crush. À titre personnel, je trouve que tu as bien insisté et je partage totalement ton avis sur le côté absolument indispensable du premier crush du stent, donc de la circonflexe en l'occurrence, au diamètre du tronc commun à la fin. Et je me souviens moi, des premières expériences du DK Crush que j'ai eues où j'ai sûrement pas assez crushé le stent, sûrement pas au diamètre d'amont en tout cas. Et ça m'a occasionné des problèmes. Donc je pense que c'est vraiment une étape aussi très importante. Il faut non seulement le crusher, mais en plus il faut bien le crusher au diamètre d'amont, un peu comme un pré-pot, quoi, en quelque sorte, pour ne pas s'attirer de soucis derrière. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux me faire le relais d'une question qui avait été posée. C'était sur le… Tu dis bien au moment du positionnement du stent vers la circonflexe qu'il faut positionner le ballon qui va préparer au crush en distalité dans l'IVA. Et une question qui est posée, c'est pourquoi ne pas le mettre finalement en regard du stent circonflexe? Tout à fait, les 2 techniques sont faisables. Les 2 techniques sont faisables, vous pouvez le mettre en regard. Moi, je préfère le mettre en aval juste pour pas qu'il bouge au moment où on positionne le stent de la circonflexe, parce qu'on a tendance à le reculer, à l'avancer un petit peu pour laisser 2-3 mm dans le tronc. Donc, je préfère le positionner en aval, mais on peut tout à fait le positionner en regard. Voire même s'il y a un peu de traction au moment du retrait du ballon du stent, éviter d'emmener, si le ballon qui est mis en parallèle recule un peu, et ben on se retrouve avec un ballon qui est en amont du stent et on a tout perdu. Ouais. Donc c'est… Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu reprends des guides neufs à chaque fois que tu refranchis, Radouane? Non, j'essaie pas spécialement. Non, j'essaie avec le même guide et si j'y arrive pas, à ce moment-là, je change. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, juste un commentaire. Moi, je trouve que tu as raison d'insister sur le fait qu'il faut être plus à l'aise en 7F. Je trouve vraiment qu'on est sur des techniques comme ça, en 7F, on est nettement plus à l'aise qu'en 6F. Ensuite, tu as bien dit qu'il fallait changer les ballons et c'est vrai qu'avec les ballons non compliants, c'est vraiment, on les utilise une fois
et après, c'est la galère. Et là encore, le fait d'être en CTF, des fois, en retirant le ballon non compliant, il se déflate mal et on a tendance à retirer les guides, les guides. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est franchement désagréable. Voilà, donc après, une question sur l'OCT. Tu dis que vous êtes très OCT. Vous êtes très OCT pourquoi? Pour la position, pour contrôler la position finale de vos stents ou pour le diagnostic de la lésion du tronc commun? Parce qu'on a une étude en cours que Optical Lefman, justement, pour valider le MLA du tronc commun en OCT, parce qu'on ne sait pas en fait, hein, c'est probablement, on a vu c'est 6 mm carrés, mais en OCT c'est probablement 4,5 mm carrés, on ne voit pas la même chose, hein, la résolution est meilleure. Ensuite, je trouve quand même que l'OCT, d'environ, je crois que c'était Nicolas Mabille qui disait ça, dans 5% ou 9% des cas, on n'a pas la profondeur suffisante pour analyser tout le tronc commun. Hein, le tronc est trop large. Bon, les ossia, c'est le problème. Ensuite, on a tendance on mesure pas la même chose, je trouve, en OCT, c'est-à-dire qu'on mesure la lumière, et alors que on a vu, si on va jusqu'à la limitante élastique externe, on a tendance peut-être à sous-estimer la taille réelle du vaisseau. Et puis ensuite, ça fait quand même beaucoup de contraste. C'est quand tu fais des pullbacks, IVA tronc commun, CX tronc commun, il y a aussi des limites avec des procédures en plus comme ça qui sont très compliquées avec au moins une dizaine d'étapes où on fait beaucoup de contraste en général. L'OCT a vraiment, je trouve, ses limites. Donc c'est pour ça que moi, je préfère vraiment l'IVUS dans ces indications-là. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout pour le diagnostic qu'on utilise l'OCT. On se base jamais sur l'OCT pour dire qu'une lésion du tronc commun est serrée ou pas. Donc, effectivement, il y a des cut-offs en IVUS qu'on n'a pas, en tout cas qui ne sont pas validés en OCT. Donc, ce n'est vraiment pas pour le diagnostic. On l'utilise par contre pour planifier notre stratégie et puis pour vérifier le résultat de la stratégie. Ensuite, pour le contraste, c'est vrai qu'on utilise pas mal de contraste. Ceci dit, depuis quelques temps, moi, j'essaye de faire des OCT au sérum Phi. Alors, ça marche bien pour les troncs communs. Il ne faut pas qu'ils soient très gros, ces troncs communs, mais ça marche pas mal lorsqu'on explore des lésions proximales. Donc, le tronc commun est une bonne lésion. Effectivement, si tu veux faire de l'OCT sur une IVA moyenne ou sur une droite distale, ça ne marche pas bien. Mais vous pouvez essayer au sérum Phi. Vous prenez une seringue de 20 ou 30 cc, vous mettez 20-25 cc. Et par contre, il faut aller vite. Il faut vraiment injecter vite et fort. Et ça marche pas mal. Alors, l'image est un petit peu moins bien, un peu pixelisée, mais on voit très bien, il n'y a pas beaucoup de volutes et on arrive quand même à analyser. Donc, pour des troncs communs, lorsqu'il y a plusieurs OCT à faire, lorsqu'on fait un DK crush, j'essaye de plus en plus de faire l'OCT au sérum Phi. Vous avez des assists, enfin un assist avec l'injecteur automatique? Oui, ouais. On a l'assist. Par contre, avec l'assist, ça ne marche pas bien. Il faut vraiment injecter à la main le sérum Phi, oui. Avec le contraste, bien sûr, à l'assist, mais pour le sérum physiologique, à la main. Ok, j'essaierai. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ça va être le moment de conclure. Avant de passer la parole à Géraldine pour clôturer ce beau webinaire, je voudrais qu'on remercie aussi Boston qui a financé ce webinaire sponsorisé et grâce à eux qu'on arrive à organiser des belles sessions comme ça. Géraldine. Oui, merci à tous. Vraiment des topos super, des cas cliniques très didactiques, vraiment très clairs. Merci. On va se quitter. Je vous rappelle que nous nous retrouvons pour le CNCH les 25 et 26 novembre en présentiel, en direct. On compte sur vous. Et il y aura une session du groupe cardio-interventionnel le vendredi 26 novembre sur le tronc commun lors d'un déjeuner à 12h15. Voilà. Donc, je compte sur vous et votre présence. Voilà, à très vite. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.